invité ce matin, c'est vous, André Menet, bonjour. Bonjour. Et merci de votre présence. Vous êtes auteur, essayiste, ancien président des Moutons Vendéens. Nous en parlerons dans quelques instants. Et si nous vous recevons, c'est pour ce nouvel ouvrage, 80 ans d'agriculture, que vous venez donc d'écrire et de sortir. Un ouvrage sur lequel vous revenez à la fois sur votre propre expérience, bien évidemment, mais aussi sur l'évolution du monde agricole en 80 ans. Et il a bien changé, on peut le dire, en 80 ans, ce monde. Absolument, oui. 80 ans, c'était donc 1945, mais les choses n'ont pas beaucoup bougé dans les 15 ans qu'on suivi, parce qu'il a fallu se remonter, il a fallu refaire, et mon activité en tant que pour le mouton vendéen a commencé dans les années 1966, quand la loi sur l'élevage, où on a eu la chance d'avoir un ministre de l'Agriculture qui était Edgar Pisani, qui a fait parler les chercheurs et les éleveurs, et pour mettre en place des schémas de sélection qui tenaient la route. Et en plus, on est arrivé l'informatique est arrivée pour pouvoir exploiter tous ces renseignements qui ont été faits. Donc on a fixé la race du mouton vendéen, qui s'est développée et qui est devenue une des meilleures races françaises aujourd'hui. Puis on a eu des schémas de sélection. Là, j'ai participé à l'échelon national, puisque j'étais président de la FNO d'Etovic à une époque. Et on a mis en place Béritest pour sélectionner les animaux qui ne font pas de gras. Parce que le mouton, ça a toujours été festif, mais jusque-là, il avait été sélectionné sur les concours. Quand on sélectionne sur les concours, on sélectionne les animaux les plus ronds, mais à la découpe, il y a beaucoup de gras. Donc, le travail a été fait. En 15 ans, on a amélioré la qualité des carcasses généralement sur la France. 15 ans, ou 18 ans, c'est 18 générations de moutons. Le mouton, c'est un an entre... on peut exploiter... Intervalle entre générations, c'est un an. Les bovins, c'est 3 ans. Et on sent que vous êtes toujours aussi lié, bien sûr, à cette race des moutons vendéens que vous avez cofondé et que vous avez présidé pendant près de 30 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter votre expérience dans ce livre et aussi votre vision, justement, de l'évolution du monde de l'agriculture? Vous l'avez dit, de la fin 1945, on était encore à des tickets de rationnement à l'époque, même si le conflit était fini, le rationnement était toujours en cours, à une agriculture aujourd'hui qui a énormément évolué en termes d'infrastructures, d'usage aussi sur le territoire. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on était dans l'autarcie, c'est-à-dire que on vivait en vase circuit fermé. Pour l'agriculture, il y avait les chevaux, les bœufs qui étaient élevés sur la ferme, la nourriture était sur la ferme. L'armée avait la cavalerie qui était nourrie les chevaux étaient élevés par l'agriculture, le foin et l'avoine étaient fournis par l'agriculture. On était en circuit fermé. Mais depuis, évidemment, on est dans une économie d'échange. Et la production a augmenté considérablement aussi, malgré le nombre d'agriculteurs a été divisé par 10. Enfin, de gens qui vivaient de l'agriculture après la guerre, c'était presque à la moitié dans nos communes rurales des personnes qui vivaient. Puis finalement, dans une commune, quand il y a 4-5 personnes qui vivent de l'agriculture aujourd'hui, mais qui produisent beaucoup plus que ce qui se faisait précédemment. Comment vous avez justement vécu, vous, cette évolution de l'agriculture? On est passé effectivement les lignes d'une agriculture où le nombre de producteurs a diminué, mais avec des surfaces beaucoup plus importantes, puis des moyens technologiques aussi qui sont aujourd'hui beaucoup plus importants. Mais enfin, ça a été une époque dynamique, hein, puisqu'il y a eu des investissements, il y a eu des progrès considérables dans les volumes de production et la qualité des produits. Les produits n'ont jamais été aussi sains qu'aujourd'hui. Il y a 60 ans, il y avait encore des vaches tuberculeuses, il y avait de la brucellose, alors qu'aujourd'hui, c'est des maladies qui ont été éradiquées et qui permettent de mettre de la viande de bonne qualité sur le marché. Vous abordez aussi votre expérience à l'étranger, notamment à Madagascar, où vous vous êtes engagé pour le développement de l'agriculture sur place, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai fait mon service militaire là-bas en 1954, mais j'y suis retourné 5-6 fois entre 2000 et 2010. Après, j'ai abandonné parce que je me suis trouvé trop vieux pour faire des voyages comme ça. Mais c'est des pays qui sont mal gouvernés, de malgouvernance en malgouvernance. Pourtant, il pleut 800 mm d'eau par an, comme chez nous.
Et en plus, il pleut en période tropicale où tout pousse. Donc, c'est un pays qui pourrait être agricole, mais qui ne l'est pas parce que les gens ne peuvent pas se développer. Aussitôt que le prix du riz augmente, on fait venir un bateau du Vietnam qui casse les prix, et puis les éleveurs sont toujours dans la panade, quoi. Vous parlez de prix, vous le disiez à l'instant, il y a 80 ans, c'était des circuits fermés. La production était vendue localement pour les producteurs, y compris bien sûr en France. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Malgré tout, il y a une vraie bataille justement aussi sur les prix et sur une juste rémunération pour l'ensemble des agriculteurs. Quelle vision vous avez sur cette thématique ? C'est-à-dire que la PAC, la politique agricole commune, a été faite pour mettre... c'est les Américains qui ont commencé après la guerre à mettre le Farm Bill, c'est-à-dire de subventionner leur agriculture pour pouvoir mettre la nourriture à bon marché pour que l'industrie soit compétitive. Et finalement, l'Europe a été obligée de faire la même chose. Sinon, l'agriculture, s'il n'y avait pas eu les aides de la PAC... Mais les aides de la PAC, malheureusement appelées primes, sont des subventions pour vendre à perte. C'est-à-dire que ce n'est pas des primes qui viennent en plus d'un salaire, c'est des primes sur lesquelles il faut vivre et tout le monde n'y arrive pas. D'ailleurs, c'est ce qui explique les suicides en agriculture. Un agriculteur tous les 2 jours qui se suicide parce qu'il a perdu son capital et il ne peut pas se recycler, quoi. Alors, nous abordions ce matin dans le journal un événement important pour l'ensemble des producteurs, c'est le concours général, puisque la sélection des jurés est en cours pour la prochaine édition avec les grandes finales à l'occasion du Salon de l'agriculture à Paris. J'imagine que ce concours aussi, vous le connaissez bien, ce concours général. Bien sûr. Alors, on a eu un petit moment de gloire, c'était en 85. Il n'y avait que 18 ans qu'on avait créé notre association. Et il y a eu un concours de carcasses qui avait été organisé à Paris avec 10 races françaises. Et on a bien préparé le concours, on a fait ce qu'il fallait. Et le mouton vendéen a remporté les 4 premiers prix. Et les 9 autres races se sont partagées le reste, si vous voulez. Donc c'était un moment de consécration du mouton vendéen qui est... Bon, moi je veux dire que c'est la meilleure race, mais enfin c'est une des meilleures races quand même aujourd'hui en France pour faire de la viande de qualité. Parce que, je reviens dessus, le mouton est cher, il coûte cher à produire, hein. Mais d'un autre côté, il faut qu'il soit parfait, quoi. Donc il faut avoir des muscles, mais le minimum de gras, un peu quand même pour qu'il y ait la qualité de la viande. Et le mouton vendéen qui déjà maintenant s'étend sur plusieurs départements. Merci beaucoup André Menet d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc cet ouvrage 80 ans d'agriculture que l'on retrouve si on le souhaite sur Bookelis. Voilà, 80 ans d'agriculture, donc ce nouvel ouvrage. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés ce matin pour nous présenter donc ce nouveau livre.